Le bonhomme, col de la Schlourte, vendredi 22 septembre. Je m'arrache au confort du lieu et à la bienveillance de mon hôte pour démarrer sans tarder une journée qui s'annonce longue et superbe. Dernier regard vers l'église du bonhomme avant de m'élever par ce pittoresque sentier idéal pour observer les mousses qui verdissent avec douceur, roches et troncs, les champignons et les sapins qui s'apportent une mutuelle assistance, j'en suis formelle depuis que j'ai dévoré le livre de Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres. Dès les premiers pas, je suis immergée dans l'allégresse dégagée par cette forêt et submergée de jubilation par sa beauté. Il est vrai que le soleil encore rasant l'anime de tous ses feux. L'étang du Devin est un ancien lac glaciaire tapissé par les sphègnes à l'origine de la tour. Les panneaux m'indiquent les carex autour de moi, les comarets des marais, les linégrètes cotonneuses, les prêles, les renoncules à feuilles d'aconite, les canneberges, les reines des prés, les trèfles d'eau et les saules marceaux. Que de noms qui chantent! Et derrière cette richesse se cachent les tritons alpestres, les libellules ou encore les grenouilles rousses. Je laisse passer un groupe de jeunes militaires en civil, sympathiques et joyeux, qui grimpent rapidement le long d'un sentier en lacets. Je m'amuse bien sûr à les suivre jusqu'à la roche du Corbeau qui servait d'observatoire aux soldats allemands, toujours pendant la Première Guerre mondiale. On y voit les restes de la gare supérieure d'un téléphérique allemand et alentour les entrées des tunnels qui communiquaient avec les abris de la tête des Faux. Actuellement réserve paisible, arrêté de protection de biotopes prévenant la disparition d'espèces protégées, ce lieu qui fut témoin de la fureur humaine est chargé d'histoire, une histoire que transmet aux jeunes militaires attentifs un général charismatique qu'ils écoutent avec recueillement. Sur cette crête, un fortin allemand abritait 200 hommes et un peu plus loin un fortin français en abritait sans doute autant. De décembre 1914 à février 1915, durant 3 mois, les assauts ont fait près de 1000 morts. Nous arrivons au cimetière du Chêne, ancien camp arrière français. Et voici les vestiges de la forêt après les bombardements. Sur cette carte, le tracé bleu nord-sud représente la ligne de front des combats dans les Vosges qui ont fait entre juillet et octobre 1915 10 000 tués côté français et 7 000 côté allemand. Devant un tel constat, les deux camps ont cessé toute nouvelle opération et le secteur n'a plus présenté de caractère majeur jusqu'à la fin de la guerre. Allégeant la solennité du lieu, les jeunes militaires souhaitent faire une photo de leur groupe. Je me propose pour déclencher l'appareil, avant de m'éclipser discrètement, mais ils insistent alors pour que je sois, moi aussi, sur cette photo, parmi eux. Moment de communion tout à la fois sérieuse et souriante. Je poursuis seul mon chemin sur cette large piste qui me conduit au col du Calvaire où arrive le télésiège de la station de ski du lac Blanc. Le GR5 grimpe à travers la forêt de hêtres, sapins et épicéas où vivent pics noirs, grands tétras, gélinotes et chouettes de Tengmalm, ainsi que cerfs, chamois et chevreuils, toute une faune que je ne vois pas. Je grimpe donc jusqu'aux crêtes dans un paysage à couper le souffle, vue plongeante sur le lac Blanc et surtout magnificence de vastes étendues, les hautes chaumes. Je vais parcourir celle-ci des heures durant, émerveillé par les silhouettes tordues des pins mugots, petits mais vigoureux, résistants au vent et à la froidure, et par les trésors de cette incroyable réserve biologique, en commençant par les carex, touffes hirsutes aux dégradés de vert, d'or et de rouge carmin. Je suis dans la réserve de Tannay, gazon du Fin. Ici, la faune et la flore, après les rigueurs et les menaces de l'hiver, sont malheureusement fragilisées en été par le piétinement, la cueillette et la fréquentation touristique. Sur ces chaumes, la couleur rouge est le don de la brimbelle, nom local de la myrtille, où se cachent les pipites et les alouettes, et la couleur pourpre, celui de la calune ou fausse bruyère.
Les abords du Fin, qui désigne ici la tourbière, sont le domaine de la canneberge, de son nom anglais cranberry, des bouleaux, des œillets et des linégrètes. J'atteins le gazon du Fin, point culminant à 1302 mètres. J'essaie de réduire mon impact sur la flore en ne quittant pas le sentier, même pour m'offrir un casse-croûte mérité au bord de ces falaises qui dominent le lac du Forlet, domaine du Faucon pèlerin. D'énormes masses de glace ont sculpté ces paysages durant des milliers d'années, laissant des chaos de rochers granitiques. On pourrait se croire en Norvège. Mon regard, dirigé vers l'est, s'arrête encore sur le lac du Forlet, suit les contours sinueux de la vallée de Münster et se perd sur les lointaines lignes de crête aux doux tons dégradés de bleus et de violets. Je passe le gazon du Faîte, puis le Ringelbuhlkopf, la drôle de tête de la colline en cercle. Puis je descends jusqu'au Dreieck, où je croise un troupeau de vaches de la race vosgienne, excellentes marcheuses, costaudes, parfaitement adaptées aux conditions difficiles de cette montagne, à l'allure si curieuse, presque étrange, avec leurs lignes du dos blanches et leurs robes mouchetées de noir. Ce sont elles qui donnent le fromage du coin, le Münster, parfumé à l'odorant fenouil des Alpes, car ici, les chaumes sont pâturés. Je passe à travers une forêt de hêtres, eux aussi adaptés aux conditions extrêmes, jusqu'à 200 jours de gel par an, un sol pauvre en nutriments et des brouillards fréquents. Une forêt, m'indique un panneau, dans laquelle se cachent cerfs, lynx, martres, chouettes de Tengmal, pics noirs et grands tétras. J'arrive enfin au sommet du Tanais qui culmine lui aussi à près de 1300 mètres, marqué par un amas de blocs de granit et l'extraordinaire profusion de brimelles rouges. Magnifique randonnée. Je longe encore la crête, passe un petit col et me retrouve de nouveau dans une forêt de hêtres au tronc mangé par les mousses. De loin en loin, des clairières bienvenues me permettent d'emplir mes yeux d'horizons lointains et inconnus. Dépassé par un père taiseux, accompagné de ses 2 adolescents de fils qui le suivent à grands enjambées fatigués, je finis par atteindre, par une courte descente, le col de la Schlucht, but de cette journée exceptionnelle. Je descends à l'hôtel du Chalet, le seul des 3 hôtels du col à ne pas avoir fermé ses portes. Je m'installe dans ma chambre qui donne sur ce feuillage aux couleurs vives, avant de faire quelques pas dehors, comme si mon corps n'était pas encore rassasié. Enfin, je glisse les pieds sous la table pour m'abandonner à un repas succulent, typique de la région. Des pommes de terre coiffées au minster.